Donc je ne sais pas si vous m'avez entendu, je répète. Donc bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autisme. Qu'est-ce que l'autisme? D'où ça vient? Etc., etc. Les dépistages et compagnie. Alors, pour être tout à fait clair avec vous, je me suis inspirée uniquement de renseignements et de sources américaines. Parce que les Américains sont tellement, tellement, tellement plus avancés que nous. Donc voilà. Comme ça, vous aurez des sources les plus fraîches possibles. Alors, j'ai aussi une très mauvaise mémoire, donc vous m'excuserez, mais je vais quand même lire sur mon écran pour me rappeler, parce que je ne fais pas du tout confiance à ma mémoire, et j'ai peur d'oublier des choses, et surtout, je voudrais que ce soit le plus complet pour vous. Voilà, donc Zara Sad dit coucou Zara, Sophie Carlier, bonjour Sophie, et Alicia, bonjour Alicia. Alors, première question. Qu'est-ce que l'autisme? C'est un TSA, trouble du spectre autistique. C'est un terme général utilisé pour décrire un groupe de conditions neurodéveloppementales. Alors après, j'ai noté une petite citation que j'aime beaucoup d'une maman qui a écrit que l'autisme n'est pas une déficience, mais une différence. Et le refus de la différence est une déficience. Donc, les conditions de l'autisme sont caractérisées par des différences de communication et d'interaction sociale. Les personnes atteintes de TSA manifestent souvent des intérêts ou des modèles de comportement restreints et répétitifs. Les TSA se retrouvent chez des personnes du monde entier, indépendamment de leur race, de leur origine ethnique, de leur classe sociale. Donc selon les centres de Disease Control, CDC, le TSA est diagnostiqué plus souvent chez les garçons que chez les filles. Une étude va noter qu'il y a un ratio de 4 garçons pour une fille. J'ai un regard un petit peu différent par rapport à cela, parce qu'il y a 20 ans, on disait qu'il y avait 10 garçons pour une fille, enfin 9 garçons pour une fille, si on traduit en pourcentage. Et pour avoir une sœur qui est plus âgée que moi et qui a été dépistée il y a 2 ans, je pense que l'autisme féminin est beaucoup plus difficile à déceler parce que les filles ont une capacité d'adaptation qui est plus importante. À quoi c'est dû? Ça, je n'en sais rien. Et donc aux USA, une personne sur 54 est avec un TSA. Et je pense que c'est tout à fait pareil en France, sauf que les personnes ne sont pas toutes diagnostiquées. Donc il y a des indications de cas d'autisme à la hausse. Non, l'autisme n'est pas une mode. C'est juste qu'on attribue ces augmentations à des facteurs environnementaux. Cependant, il y a des experts qui se demandent s'il y a une augmentation réelle de cas simplement parce qu'il y a des diagnostics plus fréquents, tout simplement. Quels sont les symptômes de l'autisme? Les symptômes du TSA deviennent généralement clairement évidents pendant la petite enfance, entre 12 et 24 mois. Quand les médecins en France vous disent que c'est trop tôt ou n'écoutent pas les signes, c'est simplement parce qu'ils ne sont pas formés. Il y a aussi bien sûr, certains symptômes ou certains signes qui peuvent apparaître beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard. Moi, par exemple, je m'en suis rendu compte dès la naissance parce que mon enfant ne me regardait pas dans les yeux. Par contre, je n'ai pas pu mettre le mot autisme parce que je n'étais pas formée à l'époque et je ne savais pas ce qui m'attendait. En tous les cas, il ne regardait pas dans les yeux. Je l'allaitais et il était très constipé. Tout ça, ces deux facteurs sont des points assez notables chez le bébé. Les premiers symptômes peuvent inclure un retard marqué du langage ou du développement social. Et le DSM-5 divise les symptômes du TSA en deux catégories. Alors, le DSM-5, c'est simplement une classification des troubles mentaux. Donc il faut bien s'appuyer sur quelque chose et c'est ce sur quoi s'appuie la médecine pour catégoriser les TSA. Donc la première catégorie, ce sont des problèmes de communication et d'interaction sociale. Et la deuxième catégorie, ce sont des comportements ou des activités restreints ou répétitifs. Pour recevoir un diagnostic d'autisme, une personne doit présenter des symptômes dans l'une ou l'autre catégorie.
Donc maintenant, je vais vous parler des problèmes de communication et d'interaction sociale, dont beaucoup apparaissent avant l'âge de 5 ans. Donc il y a une classification, on va dire une chronologie générale, hein. Ça pourrait ressembler à ça. Donc dès la naissance, le manque de regard. Votre bébé ne vous regarde pas, il regarde toujours ailleurs. À 9 mois, il ne répond pas à son nom. Il ne met pas d'expression sur son visage, des émotions comme la surprise ou la colère. À 1 an, il ne participe pas aux jeux interactifs de base comme le coucou caché. Il n'utilise pas aussi les gestes de la main pour dire coucou, au revoir ou pointer du doigt. À 15 mois, il ne partage pas ses intérêts avec les autres. Par exemple, il ne vient pas vous montrer son jouet comme n'importe quel autre enfant pourrait le faire. À 18 mois, il ne va pas pointer du doigt ou il ne va pas regarder les autres, ce vers quoi il pointe le doigt. À 2 ans, il ne semble pas remarquer qu'une autre personne semble triste ou blessée. À 30 mois, il ne sait pas faire semblant. Oui, faire semblant avec des poupées ou avec des voitures. Et à 5 ans, ne sait pas faire des jeux de rôle, des interactions avec les autres enfants. En plus, vers l'âge de 36 mois, ils peuvent avoir beaucoup de mal à exprimer leurs sentiments, leurs émotions. Et donc, à mesure qu'ils grandissent, ils peuvent avoir des difficultés à parler ou des capacités d'expression très limitées. Et d'autres enfants autistes peuvent développer des compétences linguistiques à un rythme très inégal. S'il y a un sujet, par exemple, particulier qui les intéresse beaucoup, ils pourraient développer un vocabulaire très très élaboré concernant ce sujet et par exemple sur un autre sujet n'avoir aucun vocabulaire et ne pas communiquer d'ailleurs sur d'autres sujets. Et lorsque les enfants autistes, je veux être claire aussi par rapport à ça, je dis les enfants autistes, il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire ça, des enfants avec autisme, des enfants avec TSA, des enfants différents. Donc ici je le fais simple, je dis des personnes autistes ou des TSA. Quand ils commencent à parler, ils peuvent parler sur un ton très inhabituel, par exemple très aigu, ou alors un ton très robotique. Le mien avait un ton très robotique. Ah oui, ils peuvent noter des signes d'hyperlexie, ce qui implique une lecture au-delà de ce que l'on attend pour leur âge. Par exemple, les enfants peuvent apprendre à lire beaucoup plus tôt. À l'âge de 2 ans, ils peuvent savoir lire, mais ne pas comprendre ce qu'ils lisent. Le fait de savoir lire très tôt, ça s'appelle une hyperlexie. Alors, ça ne s'accompagne pas forcément de l'autisme, bien entendu. Par contre, les études montrent que 84% des enfants avec autisme sont atteints d'une hyperlexie. Lorsqu'ils interagissent avec les autres, les enfants autistes peuvent avoir des difficultés à partager les émotions, leur centre d'intérêt, avoir du mal à maintenir une conversation dans les deux sens. Moi, par exemple, ma sœur aînée qui a 65 ans maintenant, c'est toujours des conversations à sens unique, c'est-à-dire que c'est elle qui va mener un sujet ou apporter un sujet. Par contre, nous, si nous discutons entre nous, elle n'interviendra jamais. D'ailleurs, ça la gave, elle le dit elle-même, ça la gave, ça la fatigue, ça l'énerve, ça l'intéresse pas. Donc voilà. Par contre, mon fils qui a maintenant 27 ans, lui, aucun problème par rapport à ce niveau-là. Il y a les interactions, communication dans les deux sens. Il s'intéresse à plein de choses. Enfin bon, il a tellement évolué qu'il n'en est plus là. Pour l'autiste aussi, la communication non verbale, le maintien du contact visuel ou alors du langage corporel, ça peut être très difficile pour eux. Ils peuvent ne pas avoir les codes par rapport à ça. Et ça peut perdurer tout au long de l'âge adulte. Alors maintenant, je vais vous parler des modèles de comportement ou d'activités restreints ou répétitifs que peut avoir une personne avec autisme, un enfant avec autisme. J'ai parlé des problèmes de communication et sociaux. Maintenant, je vais vous parler des symptômes liés au mouvement et au comportement du corps. Donc ça peut inclure des mouvements répétitifs, comme de se balancer, battre les bras, tourner, courir autant avant en arrière, aligner des objets comme des jouets dans un ordre très strict et s'énerver lorsque cet ordre est perturbé. Il peut être attaché à une routine
très strict. Surtout quand c'est l'heure de manger, de se coucher, de se rendre à l'école, de faire quoi que ce soit dans la journée. De répéter des mots ou des phrases qu'ils entendent, mais ils le répètent encore, encore et encore. Ils se concentrent intensément sur des parties d'objets, par exemple les roues d'un camion ou que les cheveux d'une poupée. Ils peuvent avoir des réactions inhabituelles concernant les troubles de la sensorialité, aux sons par exemple, aux odeurs, au goût, avoir aussi des intérêts obsessionnels. Des capacités exceptionnelles comme un talent musical ou des capacités de mémoire. Voilà, donc après je vais vous parler d'autres caractéristiques. D'autres peuvent avoir des symptômes supplémentaires comme des convulsions, des symptômes gastro-intestinaux comme la constipation ou la diarrhée. Bon, en termes généraux, tous les autistes ont un problème avec le biotope intestinal, hein, sinon ils ne seraient pas autistes, j'allais dire. Alors, des inquiétudes, du stress excessif, des niveaux de peur inhabituels. Je pense à cette maman avec qui j'ai discuté récemment et qui me disait que son petit garçon ne voulait pas sortir parce qu'il voyait des gens avec des lunettes. Il ne veut plus voir de lunettes. Ça, c'est compliqué, hein, dans une société où pratiquement tout le monde porte des lunettes. Alors, avoir des réactions émotionnelles complètement inattendues, à la maison ou en société. Des habitudes ou des préférences alimentaires inhabituelles. Donc là, je tiens à vous préciser, d'après mes études, qu'il y a 95% de personnes avec autisme qui ont une relation compliquée avec l'alimentation, que ce soit dans des troubles de la sélectivité, ou alors le syndrome de Pica. Le syndrome de Pica, c'est lorsque l'enfant peut manger de tout et n'importe quoi. Tout ce qui n'est pas comestible, eh bien, il va le manger. Et aussi des troubles du sommeil. Je vais vous parler maintenant des différents types d'autisme. Le manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux, c'est la 5e édition, et il s'appelle le DSM-5. C'est une classification des troubles mentaux qui permet aux médecins de se repérer par rapport à ça. Donc ce sont les cliniciens qui l'utilisent pour diagnostiquer quel trouble mental a la personne qu'ils ont en face d'eux. Qu'elle reconnaît actuellement 5 sous-types ou spécificateurs d'autisme, avec ou sans déficience mentale, sans déficience intellectuelle associée, avec ou sans trouble du langage, associé à une condition médicale ou génétique, connue, ou à un facteur environnemental, associé à un autre trouble neurodéveloppemental, mental ou comportemental. Ou alors, ouais, ça en fait 4. Moi, je vous en dis que 4. Voilà, donc quelqu'un peut recevoir un diagnostic d'une ou de plusieurs personnes. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sûr, si vous doutez ou si vous n'avez pas confiance, c'est ce que je vous encourage à faire, de consulter plusieurs personnes. Avant la classification du DSM-5, la personne pouvait recevoir un diagnostic de trouble autistique, de syndrome d'Asperger, de trouble envahissant du développement ou de trouble désintégratif de l'enfance. Ça, c'était avant. Si votre médecin, si votre spécialiste vous parle de syndrome d'Asperger, de troubles autistiques ou de troubles envahissant du développement non spécifié ou de troubles de désintégratif de l'enfance, changez de médecin. Le médecin n'est pas à jour de ses connaissances. On ne dit plus d'abord syndrome d'Asperger. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi on ne dit plus le syndrome d'Asperger? Alors Sophie, dis-moi, on m'a parlé de troubles envahissants. Ben, il faut changer de spécialiste. Il n'est pas informé. Il ne s'est pas informé de ce qui... Il ne se tient pas à la page, tout simplement. C'est la France, de toute manière, a plus de 20 ans de retard. Donc concernant le syndrome d'Asperger, c'est un monsieur qui s'appelait Hans Asperger et qui était nazi. Et donc, il faisait une classification pour les autistes. Soit tu étais Asperger, c'est-à-dire tu avais un quotient intellectuel assez fort, tu pouvais, relever la race humaine, soit eh bien, tu étais gazé dans les chambres à gaz. De ce fait-là, on a enlevé son nom. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui peut causer l'autisme.
La cause exacte de l'autisme est inconnue. Par contre, les recherches les plus récentes démontrent qu'il y a plusieurs facteurs. Il n'y a pas une seule cause unique. Donc, ces facteurs peuvent être ceux-ci. Avoir un membre de la famille immédiate qui est autiste. Donc moi, j'ai par exemple ma sœur aînée qui est autiste. J'ai donc mon enfant, mais j'ai aussi son père, le père de mon enfant, mon ex-mari, qui n'est pas diagnostiqué, mais qui a exactement le même comportement que mon fils. Et je soupçonne ma maman d'être une autiste non diagnostiquée. Il y a plein de choses d'interaction sociale qu'elle ne peut pas faire, qui sont impossibles pour elle. Et je me demande si elle l'est d'ailleurs. Les autres facteurs ça peut être aussi des mutations génétiques. Ça peut être le syndrome de l'X fragile et d'autres troubles génétiques. Ça peut être dû aussi à des parents plus âgés, d'avoir un faible poids à la naissance, d'avoir des déséquilibres métaboliques, d'avoir été exposé aux métaux lourds et aux toxines environnementales, d'avoir une histoire maternelle d'infection virale, c'est-à-dire que la maman a eu des virus pendant la grossesse par exemple. Et ça peut être dû aussi au fait que la maman a pris des médicaments alors qu'elle était enceinte. Selon l'Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux, la NINDS, la génétique et l'environnement peuvent déterminer si une personne développe un TSA. Alors, ce qui est très intéressant, ce qui est dit officiellement, c'est que les vaccins ne causent pas de TSA. Donc moi, j'aimerais bien qu'ils parlent à tous les parents avec qui j'ai échangé et qui m'ont témoigné que dès lors que l'enfant avait été vacciné, l'enfant a perdu le langage, la motricité, l'échange de paroles, le regard, la communication. Donc moi, ça me pose un peu question d'entendre ça. Quels sont les tests utilisés pour diagnostiquer un TSA? Un diagnostic implique des évaluations, des tests génétiques et des études de l'enfant. Donc en Amérique, c'est pour ça que je vous dis qu'ici on est vraiment, vraiment en retard. L'American Academy of Pediatrics, excusez-moi pour l'accent, la AAP, recommande que tous les enfants subissent un test de dépistage de TSA à l'âge de 18 à 24 mois. Est-ce que vous avez déjà entendu ça ici en France? Est-ce que vous avez déjà entendu dire que tous les enfants devaient se faire dépister? Alors, Sophie Carlier dit, il m'a parlé, donc le médecin lui a parlé de troubles envahissants, pourtant c'est un pédiatre CHU néonatal. Ben oui, mais ça ne garantit pas du fait qu'il soit pédiatre en CHU néonatal, qu'il se tienne informé de ce qui se fait et des études récentes. Donc Framboise Harmonie dit moi c'est le trouble envahissant du développement. Sherazade Shera dit on parle désormais de TSA, trouble du spectre autistique exactement. Et Framboise Harmonie dit moi demain je vais savoir le bilan de mon autre fille au CR1. Très bien. Framboise Harmonie dit syndrome de Di-George dit chromosome 22 Q11 génétique, ok. Et Sherazade Shera dit surtout une bonne observation, et oui. Donc Sophie Carlier, vous me dites non, mais vous me dites non à quoi? Parce que là j'ai perdu le fil, je suis désolée. Comme il y a toujours un petit temps de réponse pour les réponses, quand on me dit juste un non, c'est difficile pour moi de faire le lien avec ce qui a été posé. Je pense que c'est par rapport à votre médecin. Et Framboise Harmonie dit moi, non, justement, ma fille a été diagnostiquée à l'âge de 19 ans. Et ma sœur à l'âge de 64 ans. Bonjour Martine Libam. Bonjour Bichette Sunrise. Bonjour, quel âge a votre enfant et comment a-t-il évolué par la suite, Bichette? Alors Bichette, mon enfant va super bien, il a 27 ans, il a passé le bac, le permis de conduire, il est musicien. Il donne des concerts. Il est passé à la télé récemment d'ailleurs, sur FR3 parce qu'il jouait dans une fac et que le chanteur chante en occitan. C'est un métalleux, mon enfant. Et là, il vient de s'acheter une batterie et il apprend à faire de la batterie tout seul. Donc, il vit de manière complètement autonome. Il n'a plus aucune sélectivité alimentaire. Il ne fait plus jamais de crise. Il n'a plus de rigidité. Franchement, je ne vois aucun signe d'autisme chez lui.
Donc j'ose pas dire, je veux pas dire qu'il est guéri ou pas, c'est pas quelque chose dont je me préoccupe. Simplement, je vois qu'avec lui, on a des interactivités, des conversations sur tout, il s'intéresse à tout. Après, il aura ses préférences, je dirais, mais il va super bien. Par contre, jusqu'à l'âge de 22 ans, il allait super mal. Et il était dépressif, suicidaire, très 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 violent. Et quand j'ai trouvé les bons outils et quand j'ai trouvé exactement ce que je voulais, après 20 ans de recherche, après un super accompagnement médical, mais qui pour moi était complètement insuffisant, eh bien j'ai trouvé. Et c'est pourquoi je me suis professionnalisée pour vous aider aussi à aller plus vite. Donc les dépistages, c'est toujours mieux de dépister plus tôt que plus tard, bien entendu. Hein, ça évite la perte de temps, mais en même temps, bon, chacun son chemin. La liste de contrôle pour l'autisme chez les tout petits, ça c'est un scoop que je vais vous dire. Ça s'appelle le M-Chat. Donc je vais vous l'écrire pour que vous le sachiez. Très important. Je vais l'écrire au feutre. Si vous tapez ça sur Internet, tapez ce mot. Vous allez pouvoir faire les évaluations pour votre enfant. C'est sur Internet, si vous le trouverez facilement. Moi, je l'ai tapé, je l'ai trouvé très vite. C'est un outil de dépistage qui est utilisé dans de nombreux cabinets pédiatriques. Il suffit de répondre aux 23 questions et après, le pédiatre s'en inspire pour savoir s'il peut y avoir un risque de TSA. Il y a aussi d'autres dépistages, bien sûr. Hein. Si c'était que ça, ce serait trop simple. Donc votre médecin peut vous parler de tests ADN pour des maladies génétiques. Il y a aussi des tests visuels et des tests audio pour exclure tout problème de vue et d'ouïe. Parce que par exemple le mien, il a fait des tests audio à l'âge de 3 ans parce qu'il ne réagissait à aucun son. Donc on pensait qu'il était sourd. Et ça peut arriver, c'est très souvent avec le TSA. Il y a aussi des questionnaires sur le développement tels que la DOS 2. Donc c'est quoi la DOS? C'est 4 lettres, A-D-O-S, qui veut dire autisme en anglais, diagnostic, observation, schedule. La DOS 2. La DOS, c'est en fait une échelle d'observation pour établir un diagnostic. Tout simplement. La dose, par contre, je ne suis pas sûre que vous le trouviez sur Internet. Donc, qui c'est qui peut établir les diagnostics? Des médecins spécialisés, bien sûr, dans l'autisme. Vous allez, adressez-vous au CRA. C'est gratuit. Après, si vous n'êtes pas content d'un CRA, changez de CRA. Moi, ma sœur, au CRA de Marseille, n'avait pas du tout été dépistée autiste. D'ailleurs, il l'avait dépistée avec des troubles autistiques. Pour un CRA, c'est-à-dire les troubles autistiques, ça se dit plus. Donc voilà, elle a changé de CRA et du coup, oui, elle a eu son diagnostic de TSA. Quelles sont les aides disponibles pour l'autisme en fait? Moi, j'ai envie de dire pour sortir de l'autisme, pour évoluer par rapport à l'autisme, pour faire qu'on ait une vie épanouie. Alors, il n'y a pas de remède miracle. Il y a selon ce que le parent va vouloir choisir et ce dont il connaît. Donc, vous avez le chemin médicamenteux. Vous avez la thérapie comportementale. Alors, thérapie comportementale, je ne me suis jamais exprimée sur le sujet, mais je vais quand même le faire aujourd'hui. Je fais référence à l'ABA, ABA. L'ABA, ça rejoint le syndrome de Pavlov. C'est-à-dire que on va amener l'enfant à faire une action et le récompenser. C'est exactement ce que l'on fait pour les animaux. Or, on ne veut pas traiter un humain comme un animal. Donc, il est possible de choisir une autre voie. Après, je n'ai rien et je n'irai jamais à l'encontre des parents qui choisissent cette méthode. Chacun son chemin, chacun sa vérité. En tous les cas, ce n'est pas la mienne et je ne la partage pas. Ah, il y a une question qui se pose aussi souvent que je voudrais aborder aussi, c'est est-ce que l'alimentation peut-elle avoir un impact sur l'autisme? Alors, très clairement, je vous dis un immense oui. Bien sûr que oui. Pourquoi? Il est vrai qu'il n'y a pas un régime spécifique pour l'autisme. Il n'y a pas une recette magique qui va dire on va prendre ci, par exemple, quand on dit il faut manger sans gluten et sans lait, pour moi, ça ne veut strictement rien dire. Parce que vous allez donner à votre enfant des produits que vous allez, d'ailleurs, si vous allez en magasin bio, il y a plein de produits sans gluten et sans lait, mais qui contiennent énormément de conservateurs, d'additifs alimentaires,
peut-être des colorants. Et tout ça, c'est aussi toxique pour la personne avec autisme. Donc, ça ne veut rien dire. Par contre, bien sûr que l'alimentation a un rôle dans l'autisme, bien sûr. C'est notre carburant, l'alimentation. Si vous mettez du diesel dans une voiture avec un moteur à essence, votre voiture, le moteur, il va casser tout de suite. Eh bien, c'est exactement pareil pour l'humain. Si vous ne lui mettez pas le bon carburant, comment voulez-vous qu'il fonctionne à son optimum? C'est impossible. Donc, on va rétablir les choses, revenir à des choses, mais simples. Une alimentation simple, comme la faisaient nos arrière-grands-parents, par exemple. Et déjà, ça ira beaucoup mieux. Quelles solutions? Bon, je vous parlerai après des solutions. Donc, comment l'autisme affecte-t-il les enfants? Les enfants avec autisme peuvent ne pas atteindre les mêmes paliers que les enfants neurotypiques, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'autisme, aussi rapidement, ou alors être complètement en décalage par rapport au niveau social, par rapport au niveau verbal, comme je vous l'ai expliqué avant. Par exemple, un enfant neurotypique saura faire semblant, un enfant TSA ne saura pas faire semblant. Donc bon, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit avant. Ok, donc maintenant je vais vous parler un petit peu des solutions qui existent. En tous les cas, moi je vais vous parler de ma solution parce que c'est celle que je préconise, donc je vois pas pourquoi j'en parlerai d'autres. Je sais que la mienne elle marche très très bien. Donc moi je travaille avec les trois piliers qui ont une importance fondamentale. C'est comme je disais l'alimentation, mettre le bon carburant dans le corps. Parce que vous ne pouvez pas traiter votre corps comme une poubelle. Donner des conservateurs et des colorants à votre corps, c'est le traiter comme une poubelle. Donner des plats complètement cuisinés, industriels, dans lesquels il y a beaucoup de choses dedans, c'est traiter votre corps de poubelle. Ouais, je suis un peu peut-être extrémiste, mais en tous les cas, c'est ma manière de penser. Ensuite, l'alimentation. Sortir à tout prix votre enfant de la sélectivité alimentaire ou du syndrome de Pica. Parce que sans le sortir de la sélectivité alimentaire, vous n'allez pas pouvoir changer d'alimentation. Donc déjà, le sortir de la sélectivité alimentaire, ce sera le premier pas. Ensuite, il y a le nettoyage interne. Parce que nos cellules contiennent tous un cerveau et un système digestif. Oui, oui. Donc elles ont besoin d'être nourries. Par contre, elles aussi, si elles ne reçoivent pas la nourriture qu'il faut, elles ne peuvent pas bien fonctionner. Et ces cellules, elles sont transportées par un liquide qui s'appelle la lymphe. Et ce liquide, lorsqu'on va manger des aliments inappropriés, le corps va pouvoir les digérer, bien sûr. Par contre, il va pouvoir évacuer les déchets, mais il va retenir à l'intérieur de lui des substances qui ne doivent pas rester dans le corps. Et ces substances vont aller dans la lymphe, encombrer la lymphe. Et du coup, ce liquide ne va plus pouvoir transporter des cellules comme il faut. Donc comment voulez-vous que le cerveau fonctionne bien si déjà la lymphe est engorgée, les cellules ne sont pas nourries? C'est impossible. Donc nettoyage interne du corps, à l'aide de plantes par exemple. Et le troisième qui n'est pas des moindres, c'est que nos enfants, j'en ai pas parlé jusqu'à présent dans cette vidéo, mais nos enfants sont de véritables éponges émotionnelles. Mais vraiment, ils ont un radar tellement puissant qu'ils vont pouvoir déceler, avant que vous ne vous exprimiez, ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est pour ça que mon fils à l'école, il disait que ce maître, il était méchant, alors qu'il n'avait aucune forme de méchanceté, sauf qu'au cours de l'année, on s'est aperçu que oui, le maître devenait méchant, enfin, avait des attitudes où il tapait les enfants. Mon fils savait très bien, si par exemple j'étais énervée et que je lui disais « mais non, tout va bien », déjà ça, c'est mentir à l'enfant, premièrement, c'est comment lui apprendre à mentir, c'est de ne pas être au clair avec ses propres émotions, premièrement, et deuxièmement, il voit bien qu'on se fiche de lui. Mais il n'a pas la conscience qu'on se fiche de lui, mais il voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre ce que l'on ressent et ce que l'on émet et ce que l'on dit avec la bouche. Donc pour ça, ils ont un radar. Et alors comment faire pour être en alignement, ce qu'on appelle avec nous-mêmes? Eh bien c'est de faire la MEF, c'est la méthode d'épanouissement familial qui est compris dans le programme que je diffuse. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez envie d'aller plus loin, soit vous m'envoyez un message privé,
soit vous écrivez en dessous de cette vidéo et je vous contacterai. Voilà, c'est tout simple. Framboise Harmonie dit les stéréotypies. Sherazade Chera dit aligner les objets des voitures. Oui, c'est tout à l'heure lorsque j'ai parlé du fonctionnement. D'accord. Sophie Carlier dit qu'il a peur du bruit. Alicia dit ma fille a peur des jouets bruyants. Framboise Harmonie dit ma fille a des problèmes de sommeil, elle fait des cauchemars. Ok, ça se règle. Zarasa dit est-ce que votre régime aidera les enfants TSA par rapport à leurs problèmes sensoriels? Bien sûr, complètement que oui, à 100%. Mais moi, c'est pas un régime que je fais, c'est une réforme alimentaire, c'est pas pareil. Le régime, c'est un mot restrictif, alors que moi, c'est l'abondance, mais complètement autrement. Sherazade Chera dit comment faire la différence entre un TDAH et un TSA. Le diagnostic différentiel est très difficile, surtout que les symptômes se ressemblent. Ouais. Je ne sais pas parce que je ne suis pas spécialiste du TDAH, mais je ferai mes recherches. Sherazade Chera dit surtout l'acceptation, prise en charge précoce et structurée. La base du ABA sont encouragement, punition, extinction. Surtout que comment on va les encourager? Avec des bonbons, des chocolats, tout ce qui est bon pour la santé? Je suis pas très d'accord, moi. Je suis pas du tout d'accord pour... Nos enfants ne sont pas des animaux, tout simplement. Il y a une manière d'entrer en interaction avec eux. Il n'y a pas besoin ni de les punir, ni de les récompenser. Par contre, on peut les encourager. C'est pas pareil. Framboise Harmonie dit il y a des pictogrammes qui aident beaucoup aussi pour leur autonomie. Oui, ça peut. Sherazade Chera dit merci beaucoup, encouragement par un câlin. C'est pour ça que le ABA a été 10 ans amélioré, l'OVAS et compagnie. Encouragement par un câlin, c'est beaucoup mieux déjà. C'est beaucoup mieux. Mais est-ce qu'il y a besoin d'avoir un contact corporel? Parce qu'il y en a beaucoup, par exemple, moi je pense à mon enfant, qui ne supportait pas le contact corporel. Bon, ça a changé, hein, depuis il a eu des chéris. Mais bon, je pense jusqu'à l'âge de 20 ans, il ne supportait pas le contact corporel. Donc comment encourager, hein? Je pense qu'on peut encourager et pas récompenser déjà. Framboise Harmonie dit si d'autres questions, on peut vous contacter en privé. Alors, s'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser en dessous du post, en dessous de cette vidéo, parce que justement, ils pourront intéresser les autres parents. Sinon, comme je ne vais pas laisser le live, je pense plus de 24 ou 48 heures, après je le donnerai par lien, vous pourrez me contacter en privé pour me poser vos questions, bien entendu. Je vous remercie infiniment d'avoir été présente. Je vous fais un gros bisou du cœur. Un gros bisou avec le cœur et je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt pour un autre live.